Bonjour à tous, aujourd'hui je vais faire une vidéo pour répondre à notre ami Tsma Gauthier qui a fait une vidéo sur l'intelligence, les QI, les différences de QI entre les populations. Thomas Gauthier se lance dans la psychologie. Alors sur la forme c'est parfait, hein. Tu t'exprimes super bien, tu es mignon, tu es sympathique, tu es drôle même, tu as un certain humour. Le fait de filmer ça dans ta chambre, voilà, on se sent beaucoup plus proche de toi, on a l'impression d'être ton ami. En revanche sur le fond, alors là c'est catastrophique. Tu manques cruellement de rigueur scientifique, ton argumentaire est bourré de sophismes et surtout, tu es incapable de te détacher de tes convictions personnelles et de ton idéologie. Et tu ne réponds même pas à la question à savoir est-ce qu'il existe oui ou non des différences de QI, tu ne réponds pas à la question du vrai ou du faux, tu réponds à la question de est-ce que c'est bien ou c'est pas bien. Tu es constamment dans une dimension morale. Néanmoins, il faut le dire, tu as fait des efforts quand même sur le fond, puisque maintenant tu te contentes de lire les articles scientifiques que tu cites, ce qui est une très bonne chose, hein. Je vois que tu as pris en compte les conseils que je t'avais donnés dans ma précédente vidéo réponse à tes attaques. Donc en tout cas, ça me fait plaisir, j'ai bon espoir pour la suite et j'espère que cette vidéo va t'aider à t'améliorer encore plus. Un seul chiffre ne pourra jamais traduire la complexité d'un concept comme l'intelligence. Alors on va répondre au premier point, comme quoi un chiffre au test de QI ne peut pas répondre à la complexité de l'intelligence. Bon, déjà ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce fameux chiffre de QI, déjà c'est la moyenne de deux scores moyens obtenus sur des tâches verbales et des tâches non verbales. Et ensuite, ces deux scores-là prennent en compte un grand nombre d'aptitudes comme la compréhension verbale, le raisonnement perceptif, la mémoire de travail, la capacité d'analogie, la capacité à comprendre des idées complexes, la vitesse de traitement. Alors après, tu me diras, oui, mais il y a aussi l'intelligence musicale, il y a aussi tout ce qui concerne les relations interpersonnelles, l'intelligence sociale, tout ce qui est lié à l'art, etc. Et ça fait référence à la théorie de l'intelligence multiple de Howard Gardner. En fait, le QI est corrélé à un grand nombre de choses. Le QI est par exemple corrélé positivement et fortement à la réussite scolaire, au niveau d'éducation, au statut social, à l'argent, aux revenus, à la réussite professionnelle. Globalement, en fait, le test de QI, c'est le meilleur prédicteur de la performance au travail. Et d'ailleurs, donc ça, c'est ce qu'on appelle la validité prédictive. C'est-à-dire qu'en fait, en psychométrie, on cherche à savoir si sa performance au test de QI permet de prédire sa performance dans des domaines où habituellement, traditionnellement, l'intelligence revêt une importance centrale. Et c'est typiquement le cas voilà, pour la réussite professionnelle, pour les études. Donc ça montre que le test de QI aurait une bonne validité prédictive. Le test de QI, c'est le meilleur prédicteur de la performance au travail. En somme, c'est donc pas parce qu'on ne peut pas voir l'intelligence qu'on ne peut pas la mesurer, la définir, la prédire. Et on a bien vu là que le test de QI nous donnait au final beaucoup d'informations sur la capacité d'adaptation d'une personne dans différents domaines. Et quand on demande aux gens qu'est-ce que l'intelligence, on retrouve quand même très souvent cette fameuse capacité d'adaptation. Maintenant, on va parler des biais culturels dans la mesure de l'intelligence. Tu dis à 6 minutes 20, les questions du test de QI sont mieux adaptées au bagage culturel de celui qui a créé le test. Ton argument, il est mauvais, déjà pour la simple et bonne raison que ce ne sont pas les occidentaux qui ont les meilleurs résultats de test de QI, ce sont les populations asiatiques, notamment Asie de l'Est, donc tout ce qui est Japon et la Chine. Ensuite, quand on compare les scores obtenus sur les tests de QI auprès de différentes populations, auprès de différents groupes ethniques, on le fait évidemment auprès de populations qui ont grandi dans le même pays, qui ont vécu dans le même pays, qui proviennent de classes socio-professionnelles équivalentes et pour qui la langue anglaise en l'occurrence, est la langue maternelle. C'est notamment ce qui se fait beaucoup aux États-Unis et en Angleterre avec les SATs, où tous les étudiants qui ont tous suivi le même parcours se font à la fin noter sur leur performance cognitive, sur leur capacité cognitive. Enfin, l'exemple que tu donnes pour illustrer justement le biais culturel, c'est le suivant. Par exemple, si je te demande de trouver Charlie dans cette image, tu vas probablement réussir assez rapidement. Mais si je te demande de trouver Doraemon, tu vas probablement être incapable. Pourtant, tout le monde au Japon et en Inde aurait facilement été capable de le trouver, hein. C'est lui, Doraemon, le fameux chat robotique voyageur dans le temps. Autrement dit, c'est pas que toi t'as des moins bonnes stratégies d'exploration visuelle qu'eux, simplement que t'avais pas les référents culturels nécessaires pour pouvoir bien performer. En fait, ton exemple là, il fait référence à une vision archaïque de la mesure d'intelligence qui date d'il y a 100 ans, en fait, des années 1910-1920 aux États-Unis. C'est ce qui se faisait à cette époque-là quand il y avait l'immigration de population européenne aux États-Unis avec les Hongrois, les Russes, les Juifs. Et en fait, à ce moment-là, effectivement, on avait des psychologues qui étaient un petit peu aveuglés par une certaine idéologie et leurs tests étaient complètement biaisés culturellement parce qu'ils n'avaient pas les connaissances qu'on a aujourd'hui.
leurs tests mesuraient beaucoup plus la culture que l'intelligence même au final. Et leur échelle était tellement mauvaise qu'on avait des psychologues comme Godard qui avaient réussi à démontrer que 87% des Russes et je crois à peu près 80% des Juifs ashkénazes étaient dégénérés. Ce qui est assez contradictoire et ironique quand on sait aujourd'hui que la population des Juifs ashkénazes aurait plutôt tendance à avoir un QI assez supérieur à la moyenne européenne aujourd'hui. Donc ça, c'était ce qui se faisait dans les années 1910-1920. Mais est-ce que tu crois vraiment que les psychologues n'ont pas cherché à améliorer leur test de QI depuis? Tu crois vraiment qu'un psychologue est assez con aujourd'hui pour faire une erreur aussi grossière que la tienne, que celle que tu es en train de donner en exemple? Voilà, c'est un véritable métier, traducteur de test de QI, et on ne peut pas se permettre de faire des erreurs aussi grossières que celles que tu donnes en exemple. Enfin, dernier argument pour répondre à la question des biais culturels dans la passation des tests de QI. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans un test de QI, il y a une dimension verbale, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a une dimension non verbale. Et quand on va s'intéresser aux différences de QI entre différentes populations, on va notamment s'intéresser aux différences non verbales. On va notamment étudier et mesurer tout ce qui est raisonnement perceptif, donc la logique, avec des symboles, avec des concepts qui sont universels. On appelle ça des concepts culture free. Pour prendre un mot anglais qui est souvent utilisé dans ce domaine. On va utiliser des figures géométriques, des suites logiques, des chiffres même, bref, des symboles qui sont compréhensibles de manière universelle, qui sont compréhensibles par tout le monde. Et le subtest qui mesure le mieux ce que je suis en train de vous décrire là, c'est ce qu'on appelle les matrices de Raven. Maintenant, on va parler de l'hérédité de l'intelligence et on va reprendre les 3 arguments que tu donnes pour démontrer l'importance de l'environnement au détriment de la génétique. La première étude que tu nous donnes, c'est une étude faite sur les Allemands de l'Allemagne de l'Est et de l'Allemagne de l'Ouest pendant la période du mur de Berlin. En fait, ils ont donc ils ont mesuré le QI de ces deux populations, la population en Allemagne RDA et dans la RFA. Et en fait, ce qu'ils ont vu, c'est qu'il y avait un écart de 17 points de QI en faveur des Allemands de l'Ouest, de la RFA. Et dans ton étude, les chercheurs expliquent que ces différences seraient dues à des conditions de vie différentes, un niveau de richesse, alimentation, éducation. Le problème, c'est que dans ton argument, tu ne prends pas en compte le fait qu'il y a eu une fuite des cerveaux, si je puis dire, de l'Allemagne de l'Est vers l'Allemagne de l'Ouest. Il y avait un grand nombre d'intellectuels, de professions diplômées, de jeunes qui avaient tout fait pour fuir l'Allemagne de l'Ouest et se diriger vers l'Ouest avant le mur de Berlin. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que le mur de Berlin a été érigé, pour empêcher ce flux migratoire. Et en fait, les intellectuels, les professions diplômées allaient vers l'Allemagne de l'Ouest parce que justement, ils étaient plus valorisés, leur diplôme était plus valorisé et ils étaient mieux rémunérés. Donc, ton étude, elle ne permet pas vraiment de savoir si ces différences de QI sont liées à des conditions environnementales, comme tu le dis, ou alors à cet effet de flux migratoire entre les deux parties de l'Allemagne. Ensuite vient un deuxième argument où tu expliques que la manière dont les professeurs perçoivent leurs élèves va avoir une influence sur leur performance au test de QI. Et tu donnes en exemple le fait que les personnes dites chaudes, comme tu dis, ça veut dire des personnes belles, attractives, seraient perçues comme étant moins intelligentes. Cet exemple, il est totalement faux. C'est exactement l'inverse qu'on observe en fait en psychologie sociale, c'est que les personnes belles sont considérées comme plus intelligentes et aussi plus honnêtes et plus gentilles. C'est ce qu'on appelle l'effet de halo. Donc déjà on part très mal avec un mauvais exemple. Ce que tu essayes maladroitement de vulgariser, c'est l'effet Rosenthal ou l'effet Pygmalion. Donc c'est un effet qui a été développé dans les années 60 par Rosenthal dans une étude qui montrait que les croyances qu'avaient les professeurs vis-à-vis de leurs élèves avaient un impact sur l'attitude qu'ils avaient avec eux et donc sur la performance scolaire de ces élèves-là. Dans cette étude-là, en tout cas, on avait remarqué que les professeurs qui croyaient avoir affaire à des étudiants, à des élèves intelligents, les traitaient différemment et ces élèves-là avaient de meilleures performances scolaires. Sauf qu'en fait, cette étude a eu énormément de mal à être répliquée. Elle a fait beaucoup parler d'elle en revanche parce qu'elle convenait totalement à une certaine idéologie progressiste, égalitaire, qui régnait à l'époque aux États-Unis où la moindre étude qui prouvait que les êtres humains étaient tous égaux et que tout s'expliquait uniquement par l'environnement, par la construction sociale, la moindre étude qui prouvait ce genre de choses était mise en avant. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on sait que l'attitude des professeurs à l'égard des élèves n'a qu'un effet très petit sur leur performance scolaire, mais aucun effet sur le test de QI. De plus, de nombreuses études ont montré que les attentes des professeurs à l'égard de leurs élèves sont très souvent justes et fondées. En somme, les professeurs savent repérer les bons élèves dès le début de l'année. Alors le deuxième effet sur lequel ton argumentaire se base
sans que tu le mentionnes, donc je le fais à ta place, c'est la menace du stéréotype. La menace du stéréotype, c'est de dire que les gens s'auto-catégorisent en fonction de leur groupe d'appartenance, que ce soit l'âge, le sexe, le groupe ethnique, et qu'ils vont être victimes d'une peur inconsciente de confirmer les stéréotypes associés à leur groupe d'appartenance. Exemple, bien connu, les femmes seraient nulles en maths, donc les femmes auraient cette peur inconsciente de confirmer le stéréotype du fait qu'elles soient nulles en maths, et c'est ce qui justifierait l'écart entre les garçons et les filles dans les maths. J'ai fait une vidéo à ce sujet-là, si vous voulez aller voir, pour parler de la menace du stéréotype, je vous la mettrai tac. La menace du stéréotype, c'est un effet qui n'a jamais fait le consensus dans la littérature scientifique. Ça a été notamment mis à la lumière par un chercheur qui s'appelle Lee Jussim, qui a carrément écrit un bouquin là-dessus pour expliquer en quoi justement, même principe que pour l'effet Rosenthal en fait, que c'est un effet qui a beaucoup fait parler de lui, qui correspondait parfaitement à la culture de la construction sociale. Il y a une étude très récente qui a été publiée en 2019, qui est la plus grosse étude que j'ai pu trouver sur le sujet, sur plus de 2000 étudiants hollandais, qui montre qu'en fait, il n'y a tout simplement pas de menace du stéréotype, en fait, que ça n'existe pas. En somme, les deux effets sur lesquels tu te bases là pour démontrer qu'il n'y aurait pas de différence de QI et d'intelligence entre les populations ethniques, ces deux effets-là ne sont absolument pas solides scientifiquement parlant, ils ne font pas le consensus, ils n'ont jamais fait le consensus et ils ont beaucoup de mal à être répliqués aujourd'hui. D'ailleurs, il y a des études qui ont utilisé le contexte de l'adoption pour montrer que le QI ne dépend pas seulement des parents biologiques d'un enfant, mais également de l'environnement offert par les parents adoptifs. Enfin, le troisième argument, tu cites une étude de l'université de Minnesota, qui sont donc réputés pour avoir fait de nombreuses études sur les enfants adoptés et les jumeaux monozygotes et dizygotes. La génétique comportementale, c'est une discipline révolutionnaire qui permet vraiment de pouvoir comparer et voir l'impact de la génétique et l'impact de l'environnement sur un grand nombre de caractéristiques psychologiques comme la personnalité et l'intelligence, comme on va le voir dès maintenant. Alors, la méthodologie, la méthode, elle est très simple. On étudie des fratries d'enfants adoptés qui partagent donc 100% de leur environnement en commun. L'environnement familial est le même, mais ils ont 0% de gènes en commun, vu qu'ils sont adoptés. Inversement, on fait l'inverse avec des jumeaux monozygotes. Alors des jumeaux monozygotes, ce sont des jumeaux qui ont 100% de leurs gènes en commun, qui sont identiques, sont des clones. Et ces jumeaux monozygotes ont été séparés à la naissance. Ils ont réussi à retrouver des jumeaux monozygotes qui avaient été séparés à la naissance et qui ont été élevés dans deux environnements familiaux totalement différents. Voilà, donc ce sont des enfants qui ont 100% de leur gènes en commun, mais 0% de l'environnement familial en commun. Et vous voyez là où je veux en venir, ça permet de voir quelle est la variance pour le QI expliquée par la génétique et expliquée par l'environnement. En l'occurrence, ce qu'on observe, c'est qu'il existe des corrélations très fortes, significatives et très fortes entre les jumeaux monozygotes qui sont élevés dans des foyers totalement différents. Et on observe des corrélations significatives, certes, mais petites, entre les enfants adoptés élevés au sein de la même famille. Selon les études, 50 à 80% de la variance pour le QI s'explique par la part génétique et à peu près 3 à 4% de la variance pour le QI s'expliquerait par des explications liées à l'environnement familial. Donc on voit qu'il y a de très grosses différences que tu n'as pas mentionnées dans ta vidéo. Il peut y avoir un énorme impact de l'environnement. C'est-à-dire que si, par exemple, l'enfant n'a pas accès à l'éducation, si l'enfant est mal nourri, si dans le ventre de sa mère, l'embryon a reçu des substances, si la mère ingérait des substances illicites ou je ne sais pas trop quoi, l'enfant, ça peut entraver le développement du QI de l'enfant plus tard. Il y a également les violences familiales, les violences au sein de la famille. Tous ces facteurs environnementaux peuvent avoir un impact considérable sur le développement de l'intelligence, donc du QI. Et ça explique notamment pourquoi la plupart des pays pauvres ont des scores au test de QI inférieurs à la moyenne de ceux des pays riches. Parce que justement, dans ces pays pauvres, on peut trouver des enfants qui grandissent mal nourris, victimes de violences, avec un accès restreint à l'éducation. Et en fait, ce qu'on observe, c'est que l'héritabilité est plus faible. C'est-à-dire que la part génétique, l'explication génétique de l'intelligence dans ces pays-là, elle est plus faible. Pourquoi ? Parce que le potentiel génétique est en fait complètement bouffé et obstrué par l'impact de l'environnement, par un impact négatif de l'environnement sur le développement intellectuel. Et inversement, l'amélioration des conditions de vie d'un pays fait que le QI moyen national augmente systématiquement. C'est ce qu'on appelle l'effet Flynn. Et c'est pour cette raison que quand on compare les différences de QI entre différentes populations ethniques, il faut le faire au sein de pays riches, de pays qui ont atteint l'effet Flynn,
qui ont atteint le potentiel maximum de l'effet Flynn, si je puis dire. Et en comparant, comme j'ai dit tout à l'heure, des personnes issues de la même classe socio-professionnelle, qui ont tous eu un accès à l'éducation et pour qui l'anglais est la langue maternelle. Et enfin, on va finir cette vidéo en parlant de l'interaction entre la génétique et l'environnement. Alors, l'interaction, contrairement à ce que tu le laisses entendre, ce n'est pas juste de dire génétique plus environnement. À vrai dire, ce serait plutôt génétique fois environnement. Si vous voulez la recette pour comprendre d'où viennent les différences, par exemple de QI entre les individus, c'est pas juste de dire génétique plus environnement. Il faudrait dire génétique plus environnement plus génétique fois environnement. Vous voyez ? L'interaction s'ajoute à l'impact de la génétique et de l'environnement. Et donc, qu'est-ce que ça signifie, l'interaction génétique-environnement ? Eh bien, vous prenez un enfant, cet enfant a des préférences naturelles, innées. Donc ces préférences vont le pousser à se diriger vers certaines activités, à côtoyer peut-être différentes personnes, différents enfants. Et en retour, cet environnement que lui va choisir va avoir un impact sur son développement intellectuel, sur le développement de son intelligence. L'environnement choisi par un enfant avec un QI élevé ne sera pas le même que l'environnement choisi par un enfant avec un QI inférieur. Et ces petites différences durant l'enfance, par effet boule de neige, vont augmenter avec l'âge. Cet écart va augmenter avec l'âge. L'héritabilité est à 20% durant l'enfance, elle monte à 40% durant l'adolescence, puis elle peut aller jusqu'à 80% durant l'âge adulte. En gros, en clair, les personnes tendent de plus en plus vers leur potentiel, si je puis dire. Et c'est pour cette raison aussi qu'on voit que l'héritabilité dans les pays riches est plus importante que dans les pays pauvres, puisqu'encore une fois, l'environnement ne vient pas écraser le développement du potentiel des individus. Et c'est aussi pour cette raison qu'on observe dans les pays riches les plus grands écarts entre les hommes et les femmes, comme je l'avais expliqué dans la vidéo que je mettrai là. C'est l'avantage qu'on a à vivre dans un pays libéral comme le nôtre. Donc il faut bien comprendre que l'environnement est le reflet de notre génétique, de nos préférences naturelles. Et cet environnement que nous avons choisi en partie va à son tour influencer sur notre développement intellectuel, sur notre développement de manière globale, même de la personnalité. Et par effet boule de neige, on arrive à des différences individuelles de plus en plus marquées entre les gens. Dernière chose très importante à comprendre, ici je parlais de l'environnement non partagé, à opposer à l'environnement familial dont je parlais tout à l'heure dans les études sur les enfants adoptés. Ce qu'on avait vu tout à l'heure justement, c'est que l'environnement familial, dit aussi l'environnement partagé, c'est-à-dire partagé entre les frères et sœurs, n'a un impact que faible sur le développement du QI. D'accord ? On a vu que c'était de l'ordre de 3-4% de la variance. Là, on parle de l'environnement non partagé, c'est-à-dire l'environnement qui n'est pas partagé avec les frères et sœurs, c'est-à-dire l'environnement, vos expériences uniques. Alors, en conclusion, oui, il existe des différences de QI entre les populations. Comme on l'a vu, l'intelligence a un caractère fortement héréditaire, ce qui n'exclut pas le fait que l'environnement peut jouer un énorme impact sur le développement de l'intelligence. Et surtout, il faut être capable de prendre en compte l'interaction entre l'environnement et la génétique. Je précise que ce sont des moyennes et non une manière de prédire l'intelligence d'un individu. Le fait de connaître ces différences de QI entre les populations ne nous donne pas d'informations sur une personne, sur un individu. La couleur de peau d'une personne ne sera jamais un prédicteur de son intelligence. Des génies, il y en a partout, il y en a dans toutes les populations. Il y en a juste à des degrés différents. Alors c'est pas parce que ces résultats sont assez pessimistes que ça veut dire pour autant qu'il faut se cacher les yeux et faire semblant qu'ils n'existent pas. Et Thomas Gauthier en fait appose une dimension morale à une question qui devrait rester scientifique. Il ne se contente pas de répondre à la question est-ce que c'est vrai ou faux qu'il existe des différences de QI entre les populations. Il se contente de dire est-ce que c'est bien ou mal. Il délivre les mêmes arguments qu'on a livrés à James Damore, l'employé de Google, qui s'est fait virer de son boulot parce qu'il s'était contenté de rapporter ce que la science disait en ce qui concerne les différences hommes-femmes. Enfin, sachez que dans cette vidéo, j'ai essayé de simplifier, de synthétiser un sujet qui est bien plus complexe que ce qu'on pourrait faire en une vidéo de 10 minutes comme je l'ai probablement fait là. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Je me suis volontairement tu sur certains domaines, je n'ai pas développé certains domaines pour des raisons de sécurité, je tiens à ma chaîne YouTube. Toutes les choses que je n'ai pas développées et toutes les autres informations qu'on pourrait développer en ce qui concerne le QI, les différences de QI entre les populations. Tout ça, j'en parlerai dans les prochaines réunions Philogine que nous faisons tous les mardis soirs sur une plateforme qu'on appelle Discord. Discord, c'est une plateforme qui permet d'échanger à distance par écran interposé. C'est ce qui nous permet de faire nos réunions où que vous soyez en France ou même ailleurs. Donc voilà, si vous voulez rejoindre le club des Philogines qui inclut donc le Discord et le forum, je vous invite à aller sur le lien que je vous mettrai en barre d'infos pour faire une demande de candidature chez nous. En attendant, voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Salut.
Ok, ok. Mon amour pour elle était du genre aller jusqu'aux étoiles. L'amour stratosphérique que j'ai dû cacher d'un voile. L'humour sombre, la peau sombre, je dessinais cette toile. Des jeux d'ombre sous les draps assez courts. On retient bien, je dis on, car elle en a fait vriller plus d'un. Et chacune de ses cibles était fatiguée à vue d'œil. Et je meurs encore, cette fille me dévore. Besoin d'anticorps pour la foutre dehors, l'encre